Ici, le salon de l'aviation au Bourget. Vous venez voir le vol de White dans l'espace. Voici la fusée, ou plutôt voici l'arrière de la fusée qui a emmené le cosmonaute américain White dans l'espace. Capitaine Joly, ceci est la fusée Titan II. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est exactement que cette fusée? Cette fusée, c'est une fusée intercontinentale qui a déjà, la semaine dernière, lancé les astronautes dans le GT4, c'est-à-dire le Gemini 4, oui. Gemini 4. Cette fusée est une fusée à 2 étages. Quelle est sa longueur exactement? À peu près 30 mètres, c'est-à-dire à peu près comme une maison de 10 étages. Est-ce que l'on peut donner une idée de son poids? Oui, son poids au point de lancement, c'est à peu près 150 tonnes. 150 tonnes. Bien, cette fusée est à 2 étages. Voici d'ailleurs la séparation entre les 2 étages. Oui. C'est ici, cette partie est abandonnée au bout de... À peu près 2 minutes à 3 minutes. 2 minutes et demie, à peu près. 2 minutes et demie à peu près. C'est ça. Bien. Est-ce que cette fusée va resservir pour d'autres cosmonautes? D'abord, est-ce qu'elle a déjà servi pour d'autres? Oui, 2 fois. Hein, deux fois. Oui, 2 fois. Originalement avec l'astronaute Et John Young, oui. John Young, oui. Et est-ce qu'elle va resservir en principe? Oui, ça va la prochaine fois avec, je pense que ça va être le prochain vol. Le Vancouver, oui, il vient de l'annoncer comme ça. Vous êtes capitaine de l'armée de l'air, vous aimeriez aller dans l'espace, vous? Je ne sais pas, c'est une chose que j'ai pensé beaucoup. Je vous remercie. C'est un challenge. Merci. C'est rien. Nous allons voir le pavillon américain, maintenant au Salon du Bourget. Nous allons rejoindre l'un des présentateurs de ce stand du pavillon russe, M. Novitsky. Monsieur Novitsky, qu'est-ce que la Russie présente exactement dans son stand? La Russie représente ici le premier vaisseau de Gagarin, le premier vaisseau cosmique à la place. Dans ce vaisseau que Gagarine est parti. C'est ça. Ce vaisseau est composé de 3 pièces. C'est le dernier étage de la fusée, la soute aux instruments et la petite boule, comme nous l'appelons, une sharik, comme nous l'appelons. C'est là-dedans que se trouvait Gagarine. C'est là-dedans que se trouvait Gagarine dans son siège éjectable. Et c'est là-dedans, en effet, voici ce siège éjectable que nous allons voir dans quelques instants. Est-ce que Gagarine a trouvé ça confortable? Nous avons demandé le colonel Gagarin. Il nous a dit que c'est déjà temps et qu'il veut renouveler son voyage. Il veut recommencer le vol dans l'espace. Une dernière question. Est-ce que la Russie a l'intention de nous présenter les autres vaisseaux spatiaux et notamment celui qui a permis à Leonov de marcher dans l'espace? Nous trouvons que l'hospitalité des Français est très bonne et je pense que nous aurons le moyen de représenter ici encore des choses encore plus belles, plus intéressantes. Nous sommes toujours au Salon du Bourget. Les 2 séquences que vous venez de voir il y a quelques instants ont été enregistrées il y a moins d'une demi-heure parce que nous avions des problèmes de lumière. Maintenant, nous sommes toujours en direct du Bourget, ici, dans le Salon du Centre national des études spatiales. Monsieur Aubinière, vous êtes le directeur de ce centre, directeur général de ce centre. Pouvez-vous me dire exactement à quoi sert le Centre national des études spatiales? Bien, le Centre national des études spatiales a été créé en 1962 par le gouvernement, au moment où le gouvernement a pensé qu'il fallait que la France définisse et fasse une politique spatiale. Ce centre a 2 buts. Premièrement, proposer au gouvernement une politique spatiale et deuxièmement, défendre les intérêts de la France vis-à-vis des organisations européennes qui se sont créées, comme vous le savez, il y a environ 3 ans. C'est donc ce dont nous allons parler, l'effort spatial français. Avant même de parler espace, il faut peut-être parler terrain. Pour lancer des fusées, il faut des champs de tir. Ces champs de tir, nous les avons en images. Nous allons vous les montrer dans quelques instants. Tout d'abord, le premier champ de tir qu'a utilisé la France, c'est le champ de tir d'Amaguir. Et le télécinéma de Cognac G va nous montrer des images de Amaguir.
essais scientifiques de fusées. Et c'est à Amaguir qu'a été lancée pour la première fois la fusée Véronique, qui est la plus vieille de nos fusées, qui est une fusée à liquide, et qui est encore utilisée maintenant pour les essais scientifiques. Car Véronique sert encore. Oui, Véronique est encore utilisée. Véronique est une fusée qui présente une... Ça, ceci, c'est un Centaure, je crois, qui est lancé devant nous. Et nous allons voir dans quelques instants des images de Véronique sur son plateau. La voici d'ailleurs. La voici. Et elle sert encore. Elle sert encore. Il y a d'ailleurs plusieurs versions de Véronique. Ceci est une Véronique ancienne que vous avez là. Et nous sommes en train de mettre au point une nouvelle version qu'on appelle la Véronique 61 et qui portera plus loin les charges scientifiques. Un autre champ de tir a été créé, mais il a été utilisé uniquement par les militaires. C'est le centre d'essai des Landes, qui est au sud de Biscarrosse, dans les Landes. Ce centre est utilisé uniquement par les militaires. Il ne servira pas à l'effort spatial français. Mais étant donné que nous parlons de l'espace et de l'utilisation de l'espace par la France, voici quelques images de ce centre d'essai des Landes. Ce centre, je vous l'ai dit, est au sud de Biscarrosse, dans la forêt, dans la dune qui borde la mer. Et depuis un an maintenant, il est en construction. Voici un engin cible CT-20. Et voici le dernier champ de tir, celui de Guyane, qui sera utilisé très prochainement. Oui, nous allons l'utiliser, je pense, vers 1969. Je pense qu'il sera prêt en 1969. Ce champ de tir est pour nous un champ de tir absolument fondamental, car c'est dans un site situé tout près de l'équateur, à 5 degrés de latitude nord. Mais il servira quand? Il servira en 69 et servira, nous le pensons, aussi à d'autres organisations que les nôtres. Nous pensons que les étrangers sont extrêmement intéressés par un champ de tir équatorial. Pour suivre les fusées françaises, il a fallu faire aussi des réseaux de poursuite. Vous venez de voir il y a quelques instants ces antennes qui suivront les satellites dans l'espace. Et vous allez voir une carte. Voici une de ces antennes de poursuite. Et vous allez voir une carte qui vous indique comment les satellites français seront suivis par des antennes de poursuite comme celle-ci. Alors vous allez voir sans doute ici Amaguir, Ouagadougou. Vous voyez là tout notre réseau de stations de poursuite et de télémesure. 2 stations de poursuite et de télémesure à Amaguir et à Pretoria en Afrique du Sud. 4 stations de télémesure et ensuite 2 autres dont une... Et plus bien sûr la Guyane qui sera utilisée bientôt. Bien. Monsieur Aubinière, avant de calculer des fusées porteuses qui enverraient des satellites dans le ciel, la France a été obligée d'utiliser des fusées d'études, si l'on peut dire, des fusées de recherche. Oui, la France... Nous avons d'ailleurs des images que le télécinéma de Cognac-G va nous envoyer. Voici des images de quelques-unes des fusées de recherche qu'a construit la France avant même de penser aux satellites. Voici d'ailleurs la fusée Centaure. Oui, la France a utilisé et utilise encore des fusées à poudre qui sont des fusées de recherche scientifique. Celle-ci, c'est la fusée Super Eridan, je crois. Non, je crois que c'est le Dragon. Dragon, d'accord. Mais dont nous allons voir d'ailleurs la récupération de la tête par un système de parachute qui est identique à celui de la capsule Mercury. Toutes ces recherches étaient fondamentales. Oui, absolument. C'est de la recherche scientifique. Et ces fusées sont extrêmement commodes parce qu'elles sont extrêmement simples, elles sont relativement peu coûteuses et on passe de l'une à l'autre par un système de mécano extrêmement facile. Alors ceci, c'est la récupération de la tête de Eridan. C'est une fusée construite par Sud Aviation. Vous voyez qu'un premier parachute a extrait un grand parachute qui maintenant s'ouvre et les instruments précieux qui sont dans la tête de cette fusée, c'est un document exclusif qui jamais n'a été présenté sur nos écrans. C'est un document tout à fait récent et vous voyez cette tête qui est récupérée en mer grâce à ce parachute. Derrière, nous allons voir d'autres fusées, des fusées de recherche qui d'ailleurs ne sont pas tellement destinées aux civils mais plutôt aux militaires. Ce sont les fusées construites par l'ONERA. Elle s'appelle Antares et elle s'appelle Bérénice. Voici les décollages d'Antares. Et voici les fusées Bérénice qui sont des fusées à 4 étages, dont d'ailleurs le premier étage a été étudié, mis au point par le CNES. Voici cette fusée à 4 étages. Les 2 premiers étages servent à emmener une tête toute petite que vous allez voir dans quelques instants, très haut, à 200 km d'altitude. Et à ce moment-là, la fusée va basculer et les 2 derniers étages vont s'allumer pour redescendre vers la Terre et étudier la réaction de ces têtes de fusée que voici avec leur mécanisme de pression.
on va étudier la rentrée de cette tête dans l'atmosphère. Voici les études de pression, maintenant les études de température. Tous ces petits points que vous voyez en dessous sont les thermomètres qui sont dans le nez de cette fusée. Et la voici qui descend. Ces études sont des études techniques ou technologiques. Mais il y a le programme des satellites français. Pour cela, il y a un programme pierre précieuse. Monsieur Dimon, vous représentez ici la société CEREB et avec vos camarades de la société CEREB, vous avez mis au point ces fusées pierre précieuse. Non, je n'ai pas mis au point. C'est Bernard d'Orléac, qui est le directeur des études spatiales de la CEREB, et de ses collaborateurs, Attali en particulier, qui est le directeur du programme Diamant, qui les ont mis au point. Moi, je me suis contenté de les regarder et de regarder ce qu'ils faisaient et d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. Alors, il y a beaucoup de fusées pierre précieuse. Nous ne les avons pas toutes en film. Nous allons essayer de vous en montrer quelques-unes. Voici d'abord la fusée Topaz. Qu'est-ce que c'est que Topaz? Et d'ailleurs, il y a une fusée avant Agathe. Oui, il y a une fusée Agathe avant elle, Agathe qui va devenir le premier étage de Ruby, mais la fusée Topaz sera le deuxième étage de Diamant. Vous voyez ici sur le film le braquage des tuyères qui permet le pilotage de l'engin. Et ici, vous voyez en maquette, attends, l'image était trop vite, vous voyez ici un tir au banc de on essaie les propulseur. tuyères, quoi, tout on simplement. essaie les tuyères et on essaie le propulseur également, le système de braquage des tuyères. Et ici, vous voyez la Fusée Émeraude, c'est déjà... Non, c'est toujours la fusée Topaz. Et c'est des essais déjà très compliqués. Ce sont des essais relativement compliqués qui sont tout de même relativement anciens, qui sont de 1962. Vous voyez la fusée Topaz ici, après le décollage. Et la fusée Topaz, donc le deuxième étage de Diamant. C'est le deuxième étage de Diamant, la fusée lance-satellite française. La future fusée lance-satellite française, oui. Voici d'ailleurs un dessin animé qui nous explique à quoi sert cette fusée pour le moment. Non, c'est-à-dire, elle va vous présenter, le dessin animé va vous présenter le système de récupération de la case d'équipement et de la tête de mesure. Vous voyez que la tête de mesure se détache et la case d'équipement avec les volets freins. Le propulseur est à gauche de l'image. Ça permet de récupérer donc tous les instruments intéressants. Exactement. Aussi bien la case d'équipement que la tête de mesure. Et il est important de récupérer tous ces appareils. Il est extrêmement important de récupérer les matériels de mesure. Tout ceci s'est déroulé où? À Maguire? À Maguire, oui, à Maguire. Vous voyez le parachute frein et ensuite le parachute de récupération qui vient de s'ouvrir sur le dessin animé. Ici, la case d'équipement qui descend en chute libre avec seulement ses volets freins, parachute frein et parachute de récupération. Et parachute de récupération, bien sûr. Ici, je pense que cette séquence est prise avec une caméra de poursuite, une caméra prenant 1 000 images secondes et qui présente une récupération d'une tête de mesure, le parachute frein. Et je pense que le parachute de récupération, le voilà, s'ouvre. Ceci, c'était les premières études pour Diamant, mais il y a eu une suite, bien sûr. Alors je pense que nous allons voir cette suite qui est, je crois, la fusée Émeraude. Oui, la fusée Émeraude et l'ensemble du programme, on doit le préciser, l'ensemble de ce programme pierre précieuse a été réalisé sous l'autorité de la délégation ministérielle pour l'armement du ministère des Armées. Et vous allez, je crois, voir sur l'image le lancement de Émeraude, un des premiers tirs de Émeraude. Je crois qu'Émeraude au début avait donné des difficultés, mais finalement tout a bien marché. Les derniers tirs ont très bien réussi. D'ailleurs, l'image va vous le prouver. C'est donc un engin biliquide qui est le premier étage du futur porte-satellite Diamant. Et Topaz, je rappelle, est le deuxième étage à poudre. Toujours Émeraude, mais pour la suite des essais, une autre fusée a été mise au point, c'est la fusée Ruby. Qu'est-ce que c'est que Ruby? Alors, Nous allons la voir dans quelques instants d'ailleurs, la voici. Ruby est un engin à 2 étages. 2 étages à poudre, premier étage à poudre, deuxième étage à poudre. Et nous pourrions peut-être vous les montrer aussi avec des maquettes tout à l'heure. Le premier étage à poudre est constitué par la vieille fusée Agathe que la CEREB avait essayée en 1960. Et le deuxième étage... Voici d'ailleurs, si l'on veut, la maquette de Diamant. Vous voyez, elle est lourde d'ailleurs. C'est une maquette au 20e, je crois, parce que l'ensemble Diamant fera près de 20 mètres et je crois que cette maquette fait 1 mètre. C'est le premier étage. Du bas jusqu'ici, jusqu'à votre doigt, vous avez Émeraude, le propulseur Émeraude. Et ensuite, jusqu'à votre doigt, vous avez le propulseur Topaz. Ensuite, jusqu'ici, jusqu'ici, vous avez un 3e étage qui est le 2e étage de Topaz. Que vous avez, de Ruby. Que vous avez c'est une construction presque mécano. Hein. C'est du mécano, c'est véritablement du mécano. Et le dernier étage, et le satellite. Porte le satellite qui est recouvert par une coiffe. Alors, pour discuter des satellites, le mieux est de trouver un spécialiste. Monsieur Jean-Pierre Causse, je vous en prie, passez. Monsieur Jean-Pierre Causse, vous êtes chef de la division satellite au Centre national des études spatiales. Alors, quels sont les satellites français?
Eh bien, vous avez devant vous les deux maquettes Tout en haut, là-haut, au-dessus de nous. du satellite FR1, qui est le satellite qui va être lancé par une fusée américaine à la fin de cette année-ci. Il s'agit d'un programme indépendant qui nous a permis de nous éduquer dans ce domaine et d'apprendre beaucoup de choses. C'est un satellite d'environ 60 kg qui sera lancé sur une orbite polaire à 800 km. Mais surtout, ce qui nous intéresse, venez à côté de moi s'il vous plaît, que les téléspectateurs le voient bien, c'est le satellite D1. Ce satellite est entièrement français. Alors, le satellite D1 joue un rôle tout particulier qui a une grande importance dans notre programme. En même temps que nous menons des études sur FR1, qui sont des études à utilisation scientifique, qui doivent... Je m'excuse de vous interrompre, nous avons d'ailleurs quelques images de la construction de ces satellites au CNES à Bretigny, ces images que va nous envoyer. Voici d'ailleurs, je crois, la construction des cellules solaires. C'est ça, les deux satellites seront alimentés par des cellules qui transforment directement l'énergie lumineuse en électricité. Il y a eu tout un programme qui a d'ailleurs très bien réussi, qui a été dirigé par le CNES en France. Voici un panneau, je crois, du satellite D1. C'est ça, cela, hein. On a pu voir sur Entièrement la maquette tout à l'heure. hein. Oui, ceci a été allons les réalisé revoir dans quelques et instants. nous sommes très fiers des résultats que nous avons obtenus dans ce domaine. Il faut évidemment un très grand soin. Vous voyez ici les ouvriers qui ont des gants blancs pendant les assemblages pour ne pas introduire de saleté, de poussière, etc. Voici ici l'assemblage des éléments de l'électronique. On a vu tout à l'heure D1, mais cette fois-ci c'est FR1. C'est un ensemble qui est déjà extrêmement complexe pour les 60 kg qu'il contient. Il y a peut-être 5000 transistors, quelque chose dans ce genre. Alors ce à quoi nous avons beaucoup tenu, c'est que la technologie de D1 est du même ordre que la technologie de FR1. C'est-à-dire que le programme français, quand ce satellite va être lancé, c'est exactement au niveau de ce que font les Américains actuellement. Oui, c'est un peu plus modeste, en ce sens que le satellite sera moins lourd, mais nous avons tenu à apprendre, nous avons tenu à attaquer cette étude spatiale à un niveau déjà très élevé. Et je dois dire que l'industrie française a été capable très rapidement d'atteindre ce niveau. C'est pour ça que D1 joue un rôle très important dans notre programme, que nous souhaitons qu'il soit lancé le plus tôt possible et que nous pensons que... C'est-à-dire au mois de décembre ou janvier. C'est-à-dire décembre ou janvier, quand le diamant sera prêt, et que nous puissions acquérir une expérience réelle, une expérience en vol, une expérience que l'on ne peut pas acquérir par des essais, même des essais de simulation, des choses comme cela. Alors donc tout se passe bien, et il y a une dernière question que je voudrais poser à Monsieur Aubinière. Alors, dernière question. Nous avons des satellites français. Est-ce que nous envisageons un homme dans l'espace, un Français? Non, la France n'a pas du tout l'intention d'envoyer un homme dans l'espace. Elle estime que c'est aller bien au-dessus de ses moyens et que le programme modeste que nous avons et que nous exposons ici au Salon doit nous permettre quand même d'avoir un impact suffisant sur l'industrie française. Merci, Monsieur Aubinière. Voici un court exposé sur le programme spatial français. À vous, Cognac-G.